Alors on a voulu, par cette exposition, montrer vraiment le spectre complet de ce qu'était Cléopâtre. Pas se limiter à la Cléopâtre historique comme ça pourrait être le cas dans d'autres expositions, aller au-delà aussi de la Cléopâtre de l'histoire de l'art, de la grande histoire de l'art, et aller jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est souvent une partie qui est plus négligée dans les autres expositions et qui est pourtant extrêmement importante. Et c'est ce sur quoi nos travaux avec François de Calataï ont porté, et ces travaux sont la base de cette exposition, c'est d'expliquer en quoi elle a réussi à transcender tous les autres personnages historiques et qu'elle est devenue vraiment une icône et une star planétaire. Alors il y a la Cléopâtre qui vient de l'Antiquité, où elle a été salie par Octave, celui qui a été le vainqueur, hein, c'est à cause de lui qu'elle est morte. Donc on en a fait une femme fatale, très sexualisée, cupide, cruelle, avec tous les aspects négatifs qu'on peut imaginer d'une femme. C'est celle qu'on voit dans la peinture, où on la voit tout le temps en train de mourir à moitié nue. Il y a une évolution avec le XVIIe, XVIIIe siècle, où on commence à avoir une femme plus forte qui apparaît, puisque la condition féminine s'améliore et Cléopâtre suit évidemment l'évolution de la condition féminine. Alors là, elle est un peu plus habillée en général, mais elle fait partie de ces aristocrates encore occidentales. Le tournant arrive avec Shakespeare, mais il va diffuser l'histoire de Cléopâtre autrement que par les textes antiques, en lui donnant une envergure dramatique qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant. L'autre point extrêmement important, c'est à partir du XIXe siècle, à la suite de la campagne d'Égypte qui a eu lieu à la fin du XVIIIe par Napoléon, où là l'égyptomanie envahit la société. On découvre l'Égypte avec toutes les découvertes qui arrivent à cette époque-là, notamment avec Champollion aussi, avec les hiéroglyphes. Et là, les peintres vont changer la Cléopâtre qui, pendant des siècles, suivait les modes de l'époque. Et là, tout d'un coup, elle devient pharaonique, ce qui est une aberration totale, évidemment, au niveau historique, puisqu'il s'est passé 2500 ans entre les pyramides et Cléopâtre, donc jamais elle a été habillée comme une pharaone, mais d'un coup, elle va avoir tous les attributs des reines de l'époque pharaonique. Mais il lui manque encore un visage. Et ce visage, il va arriver avec Elizabeth Taylor en 63, avec le fameux film. Pendant ce film-là, vraiment, il y a eu un mélange entre la fiction et la réalité, entre l'histoire d'amour d'Elizabeth Taylor et de Richard Burton, qui s'est mélangée avec Antoine et Cléopâtre. Et là, elle est devenue glamour, elle est rentrée dans le star system hollywoodien. Et là, c'est la Cléopâtre qu'on connaît aujourd'hui et qui a pu prendre son envol. Je pense que l'IA va éviter un écueil important, c'est de devenir un peu poussiéreux, de devenir ou trop kitsch. Parce que Cléopâtre, ce dont on se rend compte, c'est qu'elle reste tout le temps au niveau de l'histoire, mais il y a quand même des petites variations de mode. Parce que ce qui a plu aux parents, évidemment, au bout d'un moment, ne plaît plus aux enfants. Il faut attendre encore la génération d'après pour que ça revienne à la mode. Puisqu'elle va contribuer à encore enrichir l'image de Cléopâtre. En plus, comme l'IA est relativement bridée pour éviter un certain nombre de problèmes, il y a des scènes de la vie de Cléopâtre qui vont complètement disparaître, comme celle du suicide, où on ne peut pas montrer Cléopâtre en train de se suicider. La nudité aussi est en train de disparaître du fait de l'IA, ce qui va plutôt dans le sens de la société actuelle, où on essaye de valoriser les femmes et pas uniquement le corps féminin. Donc elle a encore de très très beaux jours devant elle, notamment grâce à l'IA.